Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. La femme, qu'elle soit enceinte ou allaitante, c'est une période de la vie à vivre avec beaucoup de rigueur et un suivi approprié sur le plan alimentaire. Les femmes enceintes et allaitantes manquent généralement de fer, de l'iode et certaines vitamines selon les études. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui on parle des habitudes alimentaires que doivent observer les femmes enceintes et allaitantes. Comment combler les carences alimentaires chez elles? Rebecca Sabouan est dans le studio ici avec moi. Avec elle, on parlera de ces questions sur l'alimentation des femmes enceintes et allaitantes. Rebecca Sabouan, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, vous l'avez entendu, hein, les femmes, vous le savez déjà, et c'est pourquoi vous êtes là. Les femmes enceintes ou allaitantes, c'est vraiment une période où il faut vivre strictement, avoir des interdits et tout. Déjà, pourquoi la femme enceinte doit veiller rigoureusement sur ce qu'elle mange? Merci. La femme enceinte doit vraiment veiller à son alimentation. Oui, la femme doit veiller sur son alimentation lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle allaite un enfant, parce qu'elle nourrit en fait deux personnes. Et ces aliments, ce qu'elle consomme, pourrait avoir d'impact sur soit le fœtus ou soit l'enfant qu'elle allaite. Il faut vraiment que la femme fasse vraiment attention. Et aujourd'hui, il y a des comportements alimentaires qui peuvent entraîner beaucoup de conséquences, aussi bien chez la femme enceinte que qu'au niveau du fœtus au moment où la femme est en état. Donc, il faut vraiment que la femme fasse attention à son alimentation durant ces deux périodes de la vie. D'accord. Quels sont les meilleurs aliments qu'une femme enceinte ou allaitante doit privilégier? Merci. La femme enceinte, je parlerai d'abord de la femme enceinte. Oui. La femme enceinte a besoin de tous les nutriments. Aucun nutriment n'est à négliger. Mais beaucoup plus, la femme enceinte a besoin de fer. Donc, elle doit vraiment consommer des aliments riches en fer. Et pour rendre le fer plus assimilable, elle doit accompagner ces aliments riches en fer de fruits et légumes. Quand vous parlez des aliments riches en fer, est-ce que déjà on peut avoir des exemples? Les aliments riches en fer, c'est déjà l'exemple des aliments protéinés, les poissons, les viandes. Mais en voulant consommer ces aliments protéinés, il faut qu'elle les consomme sous une bonne forme. Bien, qu'elles adoptent, il faut qu'elles adoptent de bonnes méthodes culinaires en consommant ces viandes et poissons. Et la bonne méthode, c'est quoi déjà? La meilleure méthode, c'est de les consommer frais, bouillis ou braisés. Mais frits, là, il faut éviter. Ok, ça veut dire que si la femme enceinte va au marché aujourd'hui et elle décide de manger du poisson, elle revient à la maison, avec tous les assaisonnements, elle prépare ça sans mettre ça dans l'huile. Voilà, c'est la meilleure stratégie, c'est la meilleure méthode de consommer le poisson et la viande. Et en voulant assaisonner ces poissons et viandes, il ne faut pas qu'elle ajoute beaucoup de sel. Parce qu'une consommation excessive de sel peut entraîner aussi beaucoup de conséquences chez la femme enceinte. Comme je citais, les aliments protéinés, c'est déjà le poisson, la viande, les légumineuses. Et qui dit légumineuses fait recours aux haricots, au soja, le cassoulet, le vanzou. Les oléagineux contiennent également du fer, les arachides et autres. Okay. Donc voilà quelques aliments qui contiennent du fer que la femme enceinte peut consommer pour apporter vraiment, pour vraiment combler ses besoins en fer. Donc il faut que la femme enceinte consomme des aliments riches en fer. L'accent doit être mis sur les aliments riches en fer. Et il faut parallèlement qu'elle consomme des aliments qui ne vont pas inhiber l'absorption du fer.
à l'exemple des thés. Ok. Les thés, c'est pas le moment de la grossesse n'est pas un moment où il faut s'abonner au thé. Parce que les thés contiennent généralement une substance qui inhibe l'absorption du fer. Excusez-moi, hein, quand vous parlez de bataille, on dit thé, on dit thé. Dites-nous, quand vous parlez de thé, il s'agit de quoi? Quelle est la différence en fait? Le thé se prépare comment et pourquoi ils ne doivent pas prendre le thé? Ok. Thé, c'est notre contexte au Bénin où on prend l'eau, on ajoute le sucre, on ajoute le lait. Je ne parle pas de ça. D'accord. Je parle plutôt des thés. Quand je prends par exemple les infusions, en fait, en demandant d'éviter les thés, c'est d'éviter une substance qu'on appelle le tanin. Et cette substance se retrouve généralement dans les thés. Donc, c'est souvent les infusions qu'on prend souvent, que certaines personnes prennent. Ou carrément, certaines femmes enceintes s'abonnent à ça. On leur dit, bon, en prenant telle chose, en prenant tel thé, au moment de l'accouchement, tu auras plus de facilité. Ok, d'accord. Donc, c'est des choses auxquelles les femmes enceintes s'abonnent, mais c'est des comportements qui peuvent avoir beaucoup de conséquences. Quand je prends un simple exemple, j'ai une fois entendu parler d'une femme qui, pendant la grossesse, prenait pas mal de choses. Et le jour de l'accouchement, il y a l'une de ses parentés qui lui a donné une tige oui, la tige d'un arbre, ainsi de suite, d'une plante qu'elle devait garder sous la langue pendant l'accouchement. Mais les médecins n'étaient pas informés. Or, les recherches, les études ont prouvé que ce type de plante rendait le sang plus fluide. Et cette femme a vraiment saigné. Et ça a été fatal pour elle. Donc, c'est des comportements qu'en tant que femme enceinte, nous devons éviter. C'est vrai, nous avons de bonnes choses en Afrique. Nous avons de bonnes plantes qui ont beaucoup de vertus. Mais quand on ne les consomme pas en quantité raisonnable, quand il n'y a pas des études qui ont été menées pour ne pas exagérer dans les dosages, cela peut facilement et très rapidement créer autre chose. Donc, en tant que femme enceinte, ce n'est pas le moment de s'abonner au thé. Donc, cette peuvent réduire l'apport en fait que les aliments en fait devraient donner à l'organisme. Voilà. En dehors de ça, la femme enceinte doit consommer des aliments riches en vitamine C. Et quand on parle de la vitamine C, on fait recours aux agrumes, donc les fruits tels que l'orange, le citron, les pamplemousses et autres. Mais les autres fruits également en contiennent. L'ananas, les pastèques contiennent également de la vitamine C. Mais c'est pas pour cette raison que la femme enceinte va exagérer dans la consommation de fruits. Parce que la consommation excessive de fruits peut entraîner également une augmentation de la glycémie, du sucre au niveau du sang. Et certaines femmes sont exposées comme ça à un diabète gestationnel. C'est un type de diabète qui survient pendant la grossesse. Cela peut être lié au fait que la femme consomme beaucoup d'aliments sucrés ou même en exagérant dans la consommation en sucre, elle peut s'exposer à ce type de diabète. Également, la femme enceinte doit consommer du sel iodé. Consommer du sel iodé, s'assurer que son sel est iodé, conserver ce sel dans un bocal non transparent. Quand vous parlez de sel iodé, ce sont les sels qu'on vend sur les marchés là, ou il s'agit d'autres sels? Les sels qu'on retrouve sur le marché, il y en a qui sont iodés et il y en a qui ne sont pas iodés. Et comment reconnaître le sel iodé? Le mieux, c'est de... Il y a des réactifs qui sont utilisés pour reconnaître si un sel est iodé ou pas. Mais en voulant acheter le sel, il faut éviter d'acheter le sel qui est exposé au soleil. Okay. Il faut acheter un sel bien couvert.
parce que quand le sel est exposé au soleil, l'iode a eu le temps de s'évaporer. Et même quand on achète son sel, il faut conserver le sel dans un bocal bien fermé et pas exposé aux rayons de la lumière et pas dans un bocal transparent, mais bien épais pour vraiment favoriser une bonne conservation de l'iode qui se retrouve dans ce sel-là. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il faut consommer que la femme enceinte a besoin de l'iode et que l'iode se retrouve dans le sel iodé qu'il faut qu'elle exagère dans la consommation de sel. Parce que la consommation de sel peut facilement entraîner l'hypertension chez la femme. Et là, on parle d'hypertension gravidique au cours de la grossesse. Et l'hypertension artérielle sur grossesse peut entraîner beaucoup de conséquences chez la femme et peut même lui être fatale, aussi bien pour la femme que le fœtus. Donc, c'est le moment où la femme enceinte pendant la grossesse, c'est le moment où la femme doit faire attention à sa consommation en sel, doit limiter sa consommation en sel et parallèlement limiter les aliments riches en sel tels que les bouillons, les poissons séchés à base de sel, tous les aliments qui sont conservés à base de sel, les aliments en conserve. La femme enceinte doit éviter ces types d'aliments-là, privilégier les aliments le plus naturels que possible. Et la femme enceinte doit limiter sa consommation en sucre, parce que j'ai parlé tout à l'heure du diabète gestationnel. La femme enceinte doit également éviter la consommation de l'alcool. L'alcool qui, avec toutes ses conséquences sur la santé, qui peut être toxique aussi bien pour la femme que pour l'enfant. La femme enceinte doit manger à sa faim et ce n'est pas le moment où elle doit se priver de nourriture. Certaines femmes craignent de prendre du poids pendant la grossesse et elles évitent de manger. Les besoins, la consommation alimentaire de la femme au moment où elle devient enceinte sera certainement différent de sa consommation alimentaire quand elle n'était pas en état. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est deux personnes qui mangent. Et c'est clair que sa consommation alimentaire augmente. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle doit exagérer aussi dans la consommation. Il faut maintenir, il faut rester au juste milieu, il faut trouver le juste milieu. Il faut que la femme enceinte mange à sa faim, qu'elle ne se prive pas. Et il ne faut pas qu'elle exagère aussi dans la consommation alimentaire. Je pense que là, on était en train d'aborder les meilleurs aliments que la femme enceinte doit pouvoir privilégier. Et là, je pense qu'on va donner maintenant ceux de la femme enceinte, allaitante plutôt. Allaitante, merci. Oui. La femme allaitante, c'est pratique, a besoin également de tous les aliments, tous les nutriments. Donc, c'est pratiquement la même chose que pour la femme enceinte, seulement que la femme enceinte, durant la grossesse, la femme gagne plusieurs kilos, donc assiste à un gain de poids. Et la femme allaitante ou enceinte? La femme enceinte. D'accord. Donc, pendant l'allaitement, ces kilos que la femme a gagnés pendant la grossesse sont là pour l'aider pendant l'allaitement. Donc, pendant l'allaitement, il faut que la femme revoie son alimentation, qu'il y ait un certain nombre d'équilibres pour pouvoir perdre tous les kilos qui ont été gagnés pendant la grossesse. Et cette étape est vraiment difficile pour plusieurs femmes aujourd'hui. On remarque qu'après la grossesse, qu'après l'accouchement, certaines femmes commencent à prendre du poids de façon exagérée. Et nous ne sommes pas sans savoir que l'obésité ou le surpoids, la prise de poids a beaucoup de conséquences sur l'organisme, est incriminée aujourd'hui dans plusieurs maladies chroniques telles que le diabète, le cancer,
beaucoup de maladies quand même. Donc, la période de l'allaitement est une période vraiment cruciale, est une période très importante chez la femme. Et c'est une période au cours de laquelle la femme doit vraiment faire attention à son alimentation. Si possible, faire recours à un nutritionniste pour l'aider à maintenir un équilibre entre ses besoins et ses apports afin qu'elle puisse perdre tous les kilos qu'elle aurait gagnés pendant la grossesse et retrouver sa forme initiale et retrouver son poids normal et parallèlement et également avoir l'énergie qu'il faut pour allaiter l'enfant. Donc c'est deux choses, il faut qu'elle perde du poids, qu'elle perde tous les kilos qui ont été gagnés pendant la grossesse, et il faut également qu'elle assume les besoins indispensables, les besoins nécessaires pour allaiter l'enfant. Aujourd'hui, quand on parle de l'alimentation de la femme allaitante, c'est surtout pour que le lait qu'elle apporte à l'enfant soit bénéfique. Alors déjà, quels sont ces aliments-là qui sont bénéfiques et pour la mère pour garder son poids normal et pour l'enfant qui est en train d'allaiter pour pouvoir grandir bien normalement? Merci. Pour faciliter la montée laiteuse chez la mère, il faut que la mère mange quand elle a faim. Il faut qu'elle respecte les 3 repas principaux de la journée et prévoit des collations également. Il y a certaines mamans qui allaitent leur enfant et le matin ne mange pas. Elle reste à jeun jusqu'à midi, 13h avant de prendre le premier repas de la journée. Ce n'est pas un comportement qui va favoriser une bonne montée laiteuse. Il faut que la mère qui allaite son enfant prenne son petit déjeuner à temps. Et le petit déjeuner se prend idéalement entre 7h et 8h. Il faut que la femme allaitante fasse l'effort de toujours prendre son petit déjeuner, de toujours prendre les repas principaux de la journée et prévoir des collations au besoin. En dehors de ça, la femme allaitante a besoin de tous les nutriments, comme je l'ai dit. Donc, elle doit manger tout ce dont elle doit consommer, tout ce qu'elle devrait consommer quand elle était enceinte et quand elle était seulement qu'au moment où elle allaite maintenant, les besoins, les apports, ce qu'elle apporte à son organisme doit diminuer. Les quantités doivent raisonnablement diminuer, pas exagérément aussi, et pour qu'elle puisse perdre du poids progressivement. Et il y a certaines femmes qui n'ont pas une montée laiteuse facile, donc il y a certains aliments qui peuvent l'aider à avoir une montée laiteuse facile. C'est l'exemple, d'abord prendre le petit déjeuner à temps, mais consommer beaucoup de légumes en voulant consommer des céréales. Le matin, par exemple, la femme enceinte peut prendre une bonne pâte de maïs chaude, accompagnée de légumes, assez de légumes. Ça va l'aider et ça va aider aussi son bébé qu'elle allaite. Voilà un peu. Il y a également l'eau de coco que nous appelons communément chez nous adrou, et qui selon les informations faciliterait une bonne montée laiteuse chez la femme allaitante. Vous savez, parfois, lorsque la femme accouche en même temps, il y a le lait il y en a que même pendant une semaine, le lait ne vient pas du tout. Et il y a des moments ou bien des gens qui conseillent à ce que cette femme-là prenne peut-être l'astuce que j'ai, c'est de prendre de la bière avec de l'aspirine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces habitudes? Oui, la bière, parce que la bière contient de l'houblon. L'houblon qui est une substance qui favorise une bonne montée laiteuse. Est-ce que c'est déjà bien qu'une femme enceinte, parce qu'on parle là de l'alcool et tout, est-ce que c'est bien que les femmes allaitantes prennent cela? Voilà, en prenant l'alcool, elle aura une montée laiteuse à cause de l'houblon. Pas l'alcool. En prenant la bière,
qui contient de l'houblon. Elle pourrait avoir une montée laiteuse, mais elle expose son bébé aux effets néfastes de l'alcool. Donc le mieux, il y a certaines femmes qui disent le lait ne sort pas et ne mettent pas l'enfant au sein. La tétée de l'enfant, lorsque l'enfant tète, cela favorise également une montée laiteuse. Donc il faut mettre l'enfant au sein. Et il faut aussi que cette femme s'alimente bien. Est-ce qu'elle se réveille? Est-ce qu'elle prend son petit déjeuner à temps? Et aussi psychologiquement, est-ce qu'elle est bien assise? Est-ce que moralement elle est bien assise? Parce que ce sont des aspects qui jouent également sur la production, sur la montée laiteuse chez l'enfant. Chez la mère, pardon. Une femme qui n'est pas psychologiquement et moralement bien assise, qui a plein de soucis, elle peut ne pas avoir une montée laiteuse. Peut-être qu'il faut faire un travail psychologique. Il faut un accompagnement psychologique chez cette maman, ou un accompagnement moral, qu'elle soit vraiment dans sa peau. Sans quoi certaines femmes n'ont pas de montée laiteuse. Donc il faut voir tous ces aspects-là pour être sûr que c'est juste un souci d'alimentation et qu'il n'y a pas autre chose autour. Et comme j'ai dit, il faut qu'elle s'alimente bien. Il faut qu'elle s'hydrate beaucoup. Parce que c'est le lait. Et le lait, c'est beaucoup de liquide. Donc, elle a besoin de bien s'hydrater. Une femme déshydratée ne peut pas bien produire du lait. N'aura pas une bonne montée laiteuse. Donc, il faut qu'elle s'hydrate correctement. Et qu'elle mange correctement. Et qu'elle mette l'enfant au sein régulièrement. Je pense qu'avec ça, il y aura une bonne montée laiteuse. D'accord, vous, à l'entame, lorsque vous étiez en train de parler des aliments, de l'alimentation au niveau de la femme enceinte, vous avez énuméré des conséquences. Je voudrais bien savoir quelles sont ces conséquences-là d'une mauvaise alimentation chez la femme enceinte et bien sûr chez la femme allaitante, surtout sur l'enfant. Parce que, tel que vous l'avez dit, il y a des conséquences, vous avez parlé de l'hypertension, ça c'est chez la maman. Mais chez l'enfant, lorsque la maman a une mauvaise alimentation, chez l'enfant, quelles sont les conséquences? Lorsque la maman ne s'alimente pas bien, l'enfant est exposé à des malformations. Déjà quand la femme est enceinte. L'enfant peut être exposé à des malformations congénitales ou des retards de croissance, ou même l'enfant peut faire un petit poids de naissance. Donc l'enfant naît avec un petit poids. Et le petit poids de naissance a un facteur de risque de l'obésité à l'âge adulte. Et l'enfant peut être également exposé. L'enfant peut naître avec beaucoup de kilos. C'est-à-dire que la mère accouche un gros bébé. Donc quand on accouche un gros bébé, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Non, il y a une norme. Quand on dépasse un nombre de kilos donné aussi, ce n'est plus trop bien. Quand on fait 4,15. 4,15. À partir de 4,5, c'est déjà beaucoup. Donc, l'enfant peut être exposé à des malformations congénitales. Mais l'enfant peut être également exposé au petit poids de naissance ou on assiste à la naissance d'un gros bébé. Voilà. Et au niveau des pardon. Et au niveau des femmes allaitantes, lorsqu'on ne mange pas bien, alors qu'on est en train de nourrir un autre enfant, qu'est-ce que ces enfants-là, qui sont peut-être, le lait n'est pas assez riche pour leur accroissement, qu'est-ce que ces enfants-là risquent? Les conséquences vont se remarquer beaucoup plus chez la mère que chez l'enfant, lorsque c'est dans la période de l'allaitement. Mais dans la période de la grossesse, les conséquences vont se notifier au niveau des deux endroits. Au niveau de ces deux personnes, la mère et l'enfant. Mais pendant l'allaitement, la femme est exposée à la dénutrition. Elle peut faire une dénutrition. Et quand elle fait une dénutrition, beaucoup d'autres choses peuvent s'en suivre. D'accord. Comment faire alors pour que le lait maternel soit plus bénéfique pour le nourrisson? Merci. Pour que le lait maternel soit plus bénéfique pour le nourrisson, il faut que la mère adopte de bonnes méthodes d'allaitement.
Il y a certaines mères, quand elles veulent allaiter leur bébé, elles mettent le bébé au premier sein. Quelques minutes après, elles enlèvent, elles mettent le second sein sans que le premier sein ne soit vidé avant de remettre le second. Et quand elles adoptent ce comportement, quelques minutes après, l'enfant s'endort. Quelques minutes après, l'enfant se met encore à réclamer le lait. Il faut vider le premier sein avant de passer au second sein. Quand l'enfant commence par sucer le mamelon, le premier lait qui sort est riche en eau. Mais ce qui sort en dernière position, c'est ce type de lait-là qui favorise une bonne satiété chez l'enfant. Donc, en mettant l'enfant au sein, quand on lui donne un peu le premier sein, on ne vide pas le sein. Et on passe au second, c'est comme si on lui donne rien que de l'eau. L'enfant n'est pas rassasié. Il urine une fois, il se met à pleurer, il réclame encore. Donc, il faut que la mère adopte de bonnes méthodes d'allaitement. Il faut qu'elle-même s'asseye dans de bonnes conditions, qu'elle soit à l'aise. Et en allaitant son enfant, il faut qu'elle communique de l'amour, de l'affection à l'enfant. Il faut qu'elle montre à l'enfant que c'est son moment, c'est son temps. Il faut qu'elle communique vraiment cette affection-là à son enfant, que ce soit un peu comme une conversation entre mère et enfant. Parce qu'il y a ce manque d'affection-là dont certains enfants ne bénéficient pas, qui à long terme peut être responsable qui à long terme peut entraîner des enfants violents. Voilà. Peut entraîner la violence chez certains enfants. Donc il faut vraiment que la mère communique l'affection à son enfant en allaitant l'enfant, mais aussi tenir compte, vider un sein avant de passer à un autre sein, ainsi de suite. Voilà, merci Rebecca Sabouan. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot de conseil pour nos mamans? Un dernier mot de conseil, je dirais aux mamans, qu'au cours de la grossesse, c'est clair qu'elles gagnent beaucoup de kilos. Mais après la grossesse, dès qu'elles accouchent, il faut qu'elles fassent l'effort de faire recours à un nutritionniste pour suivre leur poids. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que l'obésité a beaucoup de conséquences sur l'organisme. Et plusieurs femmes commencent à participer, par prendre du poids énormément après les moments de grossesse au cours de l'allaitement. Voilà. Voilà, merci à vous Rebecca, surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la prochaine pour un autre numéro. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.